Un nouveau Voldemort ? Non, c'est pas vrai. Oh là là. C'est de ça, entre autres, qu'on va parler. Restez sur cette vidéo. Mais bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour évoquer toutes les dernières rumeurs, les dernières annonces, les dernières news autour de la série Harry Potter. On analyse, on décortique, on théorise toute l'actu autour de cette série très attendue dans ce podcast Daily Harry. Ça va ? Eh ben ça va et toi ? Eh bah très bien, je suis en compagnie de mon frère Émile pour survoler, naviguer entre ces différentes news très très intéressantes. Aujourd'hui on a un très très gros programme, on va revenir sur l'acteur de Voldemort, sur le casting de 21 nouveaux acteurs des étudiants de la série. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons parler du chemin de traverse car nous avons de premières images. Oui, une vidéo carrément sur les lieux de tournage du chemin de traverse, le rachat de Warner par Paramount, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce qu'on aura une série qui sera finalement Paramount plus que HBO de ce qu'on dit depuis le début, et surtout des acteurs harcelés. Oui, c'est ça, on est d'accord, ça peut paraître surprenant, mais on a eu des échos du harcèlement sur la série, sur le tournage, et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraissait assez inattendu, et qui pourtant est un vrai sujet par rapport au fait que il y a des écoles qui ont été créées spécialement pour les acteurs, parce qu'il y a tellement d'acteurs qui sont sur cette série, des jeunes acteurs, et comme dans toutes les écoles, il doit y avoir des cas de harcèlement, d'abus, etc. Et nous en parlerons tout à l'heure dans cette vidéo. Ça va être passionnant et c'est l'un des très nombreux sujets. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Je pense que ça va être très très long. Je pense qu'on a fait le tour. Et on peut commencer tout de suite. Mais avant ça, si vous voulez nous soutenir, un petit like. Vraiment, le like, c'est l'action qui sauve, j'ai envie de dire. Parce que, bon, nos vidéos font pas beaucoup de vues et ça permet d'attirer les Potterheads, les fans de Harry Potter et les intéressés par la série qui peuvent aimer le contenu. Donc, si vous likez, ça fait plaisir. Voilà. C'est un petit peu en vous attristant qu'on en aura. Mais allons-y, c'est parti. Donc, premier sujet. Le premier sujet est très les acteurs. Oui, très très intéressant. Moi, c'est ce qui me passionne avec cette série, c'est tous les rôles, parce que là, vous allez voir, il va y avoir des personnages que vous connaissez parce qu'ils sont cultes un petit peu dans les films, un petit peu aussi dans les livres pour certains, mais il y en a d'autres qui sont importants, voire qui ont un rôle privilégié particulier qu'on a dans les livres et que on ne connaît pas ou qu'on a carrément oublié. Et c'est ce que cette série va annoncer, parce que chaque personnages, même les plus insignifiants de l'univers d'Harry Potter, vont avoir un visage et vont avoir probablement une importance à un moment donné, et c'est là où la série va peut-être faire mouche par rapport à tout ça. Donc, je vous propose, il y a eu 21 nouveaux acteurs, des Gryffondor, des Serpentards, des Poufsouffles, des Serres d'Aigle, et commençons par les Gryffondor. Alors, nous avons eu ces nouveaux acteurs dont tu vas nous dire un mot. Commençons. Je vous propose qu'on commence par peut-être le personnage le plus connu d'entre tous qui ont rejoint cette série. Eh bien, c'est Olivier Dubois, qui est le fameux capitaine de Quidditch de Gryffondor, le foot Quidditch. On n'annule pas le Quidditch, le mec qui était prêt à les faire s'entraîner son équipe jour et nuit pour pouvoir gagner contre les différentes équipes. Et il sera incarné par Orson Matthews. Est-ce que t'as des infos, Émile est un peu celui qui a fait des petites recherches autour des acteurs pour nous en dire un peu plus. Eh bien alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur Orson Matthews, à part qu'il aurait joué dans une fameuse pièce de théâtre. Mais sinon, voilà, on ne sait pas son âge. Moi, j'avais vu un petit peu, il a été dans une école de théâtre, voilà, où il a été un peu remarqué. Bon, mais sinon, il y a à peu près aucune info sur lui. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu ses profils et machin, et je vois que c'est un sacré beau gosse, et plus beau gosse qu'à l'époque, et je sais que il y a pas mal de gens qui ont un peu croché à l'époque sur Olivier Dubois dans les premiers films, parce que je sais pas, il dégage un certain charisme, et c'est vrai que l'acteur de l'époque était sympa. J'ai oublié son nom à l'instant T. Je l'ai pas noté. Qu'est-ce qu'on en pense de cet acteur d'Olivier Dubois ? Mais alors, il me paraît plutôt âgé. Alors, il faut savoir que Olivier Dubois est censé avoir entre 14 et 15 ans au début de l'aventure de Harry Potter. Oui, là, il en a clairement plus. Pour moi, là, l'acteur a au moins 17 ans, si ce n'est plus. Mais on le verra, de toute façon. Je crois qu'ils s'en foutent un peu de l'âge des acteurs. Et vous allez le voir de manière générale, ils ont pris des acteurs qui sont globalement plus âgés, même si j'ai vu que certains acteurs de la série, comme le mec qui va jouer Simus, j'ai vu une vidéo même qui a fait le tour un peu, le mec a 8 ans a priori, et il a tourné à l'âge de 8 ans cette série, alors qu'il est censé en avoir 11. Ok, pourquoi pas. Après, c'est peut-être en lien avec les descriptions des personnages. Est-ce qu'ils font plus grand que leur âge, ils font plus, ou est-ce que c'est juste des meilleurs acteurs? Mais moi, je pense que, avant qu'on évoque les autres personnages,
je pense qu'ils vont prendre des acteurs plus âgés pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que pour des rôles un petit peu âgés, comme par exemple Olivier Dubois, qui est censé avoir 15 ans à peu près, le prendre un mec qui a 18 ans, ça fait 3 ans d'écart, bon, certes, ça fait un peu chier, mais quand même, c'est pas un écart aussi grand, ça va permettre à l'acteur de pas avoir à suivre des cours, et d'être, je crois, hein, c'est l'âge où il y a plus de cours, et donc il peut être dédié à tourner des scènes pendant que les autres sont en cours, lui il pourra tourner. Ça fait aussi des acteurs généralement plus affirmés, qui ont plus de bouteilles quand t'as 3 ans de plus, ça fait une grande différence en termes d'acting, et aussi un public qui pourrait être identifié au personnage plus largement, plus que des gens qui ont entre 10 et 17 ans, peut-être des gens qui ont entre 10 et 25 ans pourraient se retrouver dans cette série-là. Donc voilà les différentes raisons, et je pense que c'est pas la seule fois, je vois beaucoup d'acteurs qui ont l'air bien plus âgés que leur âge dans le casting. Mais Olivier Dubois, c'est un personnage qui, je trouve, dans les films, il a peut-être 2-3 scènes, mais il est clairement en deçà de ce qu'on peut attendre de Olivier Dubois, qui vraiment dans les premières années de Harry est omniprésent, tellement le Quidditch est important pour Harry et qu'Olivier Dubois représente le Quidditch. Eh oui, Olivier Dubois qui donc a eu même une énorme importance notamment dans le 3e tome, vu que c'était un peu le summum à la fin du livre avec la victoire du tournoi de Quidditch pour la première fois et quasiment pour la dernière fois. En fait c'est Dubois, il fallait c'était un peu l'enjeu dans le 3e livre, c'était décrocher la coupe pour Dubois qui s'en va, c'est sa dernière année et ça rend effectivement le final épique. Je crois que c'est même contre Serpentard. Si je ne m'abuse, oui, peut-être. Je sais plus. En tout cas, bon, il y a quelque chose comme ça. Olivier Dubois, pour moi, c'est validé. Si je devais donner une note, on peut peut-être donner une note en termes de choix. Franchement, oui. Rien à dire. On peut pas mettre en dessous de la moyenne. C'est un peu comme ça que je me l'imagine. Enfin, voilà, il y a pas de fausses pistes dessus. On enchaîne avec le deuxième personnage, je dirais, le plus important de la liste. Alors, c'est Angelina ou Lee qui est le plus important? Eh bien, on peut dire peut-être Lee Jordan. Lee Jordan. Allez, Lee Jordan. Même si Angelina est peut-être sûrement plus importante. Bon, mais on a fait le choix de partir sur Lee Jordan. Lee Jordan, c'est un de ces exemples de personnages qui est omniprésent et qui est super important parce qu'en fait, même si c'est un personnage qui reste secondaire, faut pas se foutre de la gueule du monde, mais c'est un personnage qui revient dans quasi tous les chapitres, en fait. Du fait que il soit le commentateur des matchs de Quidditch de Poudlard. D'ailleurs, il est un peu partisan en faveur de Gryffondor et il y a toujours cette relation magistrale entre lui et McGonagall, où McGonagall est toujours en train de dire Jordan, tu vois, parce qu'il déborde. Et puis aussi parce que du coup c'est le meilleur ami de Fred et George Weasley, qui d'ailleurs sera bien malheureux lorsque Fred et George Weasley vont quitter de façon assez théâtrale, de façon assez spéciale le collège Poudlard dans le 5e tome, et qui va devenir aussi résistant pendant la 7e année de Harry, le 7e tome de Harry, résistant contre Voldemort et ses mange-morts, puisque il va participer à la fameuse radio pirate Potterveil. Ah ouais, trop cool. Et donc ce sera celui qui s'appelle Rivière. Ce sera son nom de code dans cette radio. Voilà. Donc Lee Jordan qui est joué, on le rappelle, par Ethan Smith dans la série. Est-ce que tu as trouvé des choses autour de Ethan Smith? Alors Ethan Smith, on ne sait absolument rien de lui. Tout ce que je sais, c'est que du coup, c'est pas le seul Ethan Smith qui existe. et que normalement Lee Jordan, du coup, comme il a l'âge de Fred et George, eh bien il est censé avoir entre 13 et 14 ans dans le premier livre. Et donc dans la première année de Harry. Donc là, il peut avoir 13-14 ans, mais à mon avis, il est quand même un peu plus âgé de ce qui semble... Ouais, parce que il faut le dire quand même, et peut-être que les gens qui ont vu que les films, par exemple, ont du mal à se le figurer, mais Lee Jordan, Fred et George, c'est un trio inséparable. Et dans les films, t'as juste Fred et George. Lee Jordan, bon, c'est le commentateur, oui, il commande quoi, 1 ou 2 fois. J'ai pas un grand souvenir de Lee Jordan. Si, il commande quand même quasiment à tous les matchs, hein. Mais oui, en tout cas, il va rejoindre l'armée de Dumbledore dans le 5e. Il va toujours être là, dans la salle commune, en train d'être l'éternel complice de Fred et George dans leurs divers essais de création de... Oui, et puis c'est un blagueur aussi, en fait. Farce. Il s'entend bien avec... Oui, bah ils sont un peu fait du même bois. C'est ça. Et non pas du bois. Maintenant qu'on a vu Lee Jordan, allons sur Angelina Johnson. Alors Angelina Johnson... Qui est juste ici.
qui est donc jouée par Asha Soetan. Asha Soetan, on ne sait pas grand-chose d'elle, à part qu'elle a joué dans une série qui s'appelle Odd Squall. Voilà, donc vous pourrez aller regarder si vous voulez. On ne sait pas son âge, mais elle doit avoir entre 15 et 20 ans sans aucun doute. Oui. C'est une marge assez large. Et donc Angelina Johnson, elle, c'est donc la poursuiveuse de Gryffondor, donc qui est censée avoir entre 13 et 14 ans. Elle a le même âge que Fred et George, même âge que Lee Jordan. Donc dans la première année de Harry, il faut savoir qu'elle a rejoint l'armée de Dumbledore, du coup, pendant le 5e tome, que elle est devenue aussi, durant ce 5e tome, la capitaine de Quidditch, à la place de Olivier Dubois, qui du coup n'est plus là, étant donné aussi que dans le 4e tome, il n'y a pas de Quidditch. Mais je me souviens plus, elle reste combien? Elle reste 2 ans capitaine de Quidditch? Non, elle reste 1 an, c'est sa dernière année. Parce que Harry prend le rôle du capitaine de Quidditch, non? Dans le suivant. Voilà, il y a quelques souvenirs qui m'échappent. Ouais, voilà. Mais en tout cas, Angelina Johnson, j'ai fait soi-disant par ordre d'importance, parce que c'est vrai qu'Olivier Dubois a beaucoup marqué la saga, mais est-ce qu'Angelina Johnson a finalement pas un rôle plus important, puisqu'en fait elle est dans plus de livres que Olivier Dubois, et elle est aussi capitaine à un moment. Il faut savoir quand même que elle devient, donc après les livres, ça on le sait ensuite, qu'elle devient la femme de George Weasley. Ah oui, c'est vrai. Donc elle est donc la mère de Fred Weasley 2. Elle est la mère de Fred Weasley 2 et de Roxane Weasley. Oui. Et il faut savoir quand même que c'est elle qui va au bal avec justement alors je sais plus si c'est avec. Et bien du coup, c'est avec Fred Weasley qu'elle va au bal. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il y a une petite théorie qui dit que donc George et Fred auraient échangé leurs prénoms, et qu'en fait ce ne serait pas Fred qui est mort, mais George, et que du coup George reste avec Angelina. Enfin bref, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs on a oublié de noter Ethan Smith pour Lee Jordan. Moi c'est grandement confirmé, je m'imagine très très bien. Angelina Johnson c'est confirmé. C'est pareil, aussi, c'est des minimums 15-16 sur 20, je veux dire. Moi j'aurais vu c'est un choix, mais c'est parfait quoi. Je pense qu'elle est un peu plus âgée qu'elle doit l'être. Parce que moi, là, je l'aurais vu Angelina Johnson, là, dans le 7e tome, dans sa 7e année, donc dans le 5e tome, alors que là, dans le premier tome, je la trouve plutôt un peu âgée par rapport à ce qu'elle doit être, mais sinon c'est très bien. Passons donc à Katy Bell, voilà, qui occupe un rôle important, notamment dans le 6e volet, puisque je le rappelle que c'est elle qui va être empoisonnée par en fait un cadeau que Malfoy, je crois, lui laisse pour qu'elle le donne à Dumbledore, mais qu'elle l'ouvre en fait par curiosité, qu'elle est elle-même empoisonnée. Il me semble que donc en fait, je crois qu'elle trouve un collier par mégarde, du coup, qui est empoisonné, ensorcelé. Peut-être c'est quelque chose comme ça. Et donc, Katy Bell fait aussi partie de l'armée de Dumbledore, au même titre qu'Angelina Johnson, ou Lee Jordan, ou Alicia Spinett, que nous allons voir tout à l'heure. Et du coup, Eir Farrell, qui donc interprète Katy Bell, elle, on sait son âge, puisqu'elle est née en novembre 2012, donc elle a actuellement 13 ans, elle va sur ses 14 ans. Et ça correspond. Et est-ce que ça correspond plus ou moins, ça veut dire qu'elle a 1 an de plus que ce qu'elle est censée avoir? Oui, mais 1 an de plus. Par exemple, la série a tenté déjà Loxprat qui a 3 ans de plus. Donc là, donc elle est censée être une poursuiveuse de 12-13 ans parce qu'elle a 1 an de plus que Harry dans les livres. Et voilà. Et ce qu'on sait aussi d'Eir Farrell, c'est qu'elle a joué dans Barbie. Ah ouais. Voilà. Elle a un rôle de figurant, j'imagine. Elle a certainement, elle a le rôle d'une Barbie, je crois. Voilà. Ok. Et sinon, elle a joué aussi dans Les Maîtres de l'Univers. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais donc pour voilà. Katy Bell, je crois qu'elle fait un tour à Sainte-Mangouste après son passage ensorcelé. C'est peut-être là qu'elle va briller le plus dans la saga Harry Potter. C'est dans le 6e, c'est dans le Prince de Sang-Mêlé. Et oui, elle passe 6 mois à Sainte-Mangouste quand même, il faut le savoir. Donc voilà, mais c'est vrai que surtout, mis à part le moment où elle finalement elle obtient le rôle principal dans le 6e. Enfin non, je rigole, hein, c'est vraiment. Mais elle a son heure de gloire. Là où je pense que, en dehors de ça, c'est quand même celle dans cette team qui a le moins d'importance. Et alors Alicia Spinett, qui va être jouée par Serana Souling-Bliss. Eh bien, Alicia Spinett, elle fait partie, elle est toujours, voilà, franchement, dans les livres, il y a toujours Alicia, Angelina, Katy, elles sont pas loin l'une de l'autre. Elles sont de la même année, je crois, hein, les 3. Alors, non, il faut savoir quand même que Katy Bell est quand même plus jeune. Ah,
Ok. Bon, Alicia Spinette, c'est vraiment, elle est vraiment collée à Angela Johnson, c'est-à-dire qu'elles sont toujours ensemble. Et donc, Alicia Spinette, c'est une poursuiveuse aussi au même titre que du coup Katie et Angelina, vu que ce sont les 3 poursuiveuses. D'ailleurs, c'est plutôt assez rare en fait dans les équipes de Quidditch qu'il y ait autant de femmes. Donc, on peut quand même féliciter l'équipe de Quidditch de Gryffondor pour ça. De représenter autant. Et donc, Alicia Spinette, évidemment, fait partie de l'armée de Dumbledore dans le 5e tome. Elle est pas plus importante que ça, elle est beaucoup moins importante que Est-ce qu'elle revient dans la bataille de Poudlard, par exemple? Elle revient certainement sans doute dans la bataille de Poudlard, ça je n'ai pas. Comme la majorité de ses personnels, est-ce que je ne sais même pas, parce que Dubois on vois plus du tout après de toute façon le 3 donc Dubois il revient à la bataille de Poudlard. Ça va être très cool dans la série alors. Le comeback de Dubois, mais je pense qu'il y a un certain nombre de trucs dans le final de la série qui peuvent être vraiment sympas avec le retour de plein de personnages annexes et peut-être de la voiture du deuxième. Et donc il faut savoir aussi que nous savons aussi l'âge de Serana Suling Bliss, qui elle n'est pas née en 2012, donc l'âge qu'elle devrait avoir, mais elle est née en 2007, en novembre 2007. Ah oui, donc là c'est effectivement là il y a un gap qui est quand même énorme. Ce qui signifie que alors qu'elle est censée avoir 13-14 ans dans le livre, eh bien là elle a actuellement 18 ans et elle va sur ses 19 ans. Voilà. D'accord. Donc oui là on n'a plus rien à battre, quoi. Et elle a joué dans Enola Holmes 2 et dans Industry. Je vous laisse aller consulter par vous-même. Après, de toute façon, c'est des rôles qui sont, pour ces jeunes actrices et jeunes acteurs, des rôles qui sont extrêmement secondaires, voire des, de dos. Par exemple, je parlais de Gracie Coltrane qui joue Ginny dans la série. Elle apparaît de dos pendant 3 secondes d'un truc d'Apple TV+. C'est ce genre de rôle-là qu'ils ont eu pour le moment, mais c'est leur moment de gloire, on va dire. Je pense que c'est une chance absolue d'être casté de là-dedans. Mais ce que j'aime plus, on va arrêter de noter plus spécifiquement parce que je trouve qu'ils sont tous à peu près réussis par rapport à leur rôle. C'est l'ensemble que j'aime bien, c'est l'atmosphère un peu. Ouais, ça fait une bonne team. Je m'imagine bien la team avec Harry et les jumeaux. Je sens qu'il y a quelque chose à développer. Bon, Lee Jordan arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc il fait pas partie de l'équipe. Il fait pas partie de l'équipe. Mais il est commentateur, donc ça passe. C'est ça. On a eu aussi, les 3 filles de l'équipe qui ont partagé sur Instagram une photo. Donc on les voit, et d'ailleurs, donc, théoriquement, elles ont un gap d'âge assez énorme, du coup. Du coup, elles ont 5 ans d'écart. Un gap d'âge qui ne se voit pas tant que ça. Non, ça va. Écoute, l'âge, ça se voit pas forcément sur le visage. Oui. Passons maintenant aux Serres d'Aigle, on va peut-être passer un peu plus vite que les Gryffondors, parce que les Gryffondors sont très importants dans l'histoire d'Harry Potter, en tout cas dans les livres. Peut-être que l'histoire sera plus variée, plus différente aussi dans la série, mais les Serres d'Aigle, ils sont très, très secondaires, et même les 4 personnages que vous voyez là sont très très secondaire en vrai. Je pense qu'on peut commencer par celle qui a le plus grand rôle, je dirais, c'est Pénélope Clearwater, Pénélope d'Eauclair pour les intimes. Pénélope d'Eauclair qui en fait a un rôle très important, on va dire, dans une aventure, enfin très important, j'en fais peut-être un peu des caisses. Elle a un rôle dans le 2e livre. Elle sert un petit peu de mystère, puisqu'en fait, alors non seulement elle va servir de mystère parce qu'en fait Percy s'absente à plusieurs moments de l'histoire et on se demande bien où il est passé, et donc il y a des doutes sur le fait qu'il soit potentiellement l'héritier de Serpentard et qu'il ouvre la chambre des secrets, etc. Donc en fait ça donne, parce que c'est la petite amie de Percy. Et deuxième chose, elle est pétrifiée à un moment par le basilic, étonnant puisque elle n'est a priori, alors je ne crois pas qu'elle soit une héritière de Moldu, enfin je pense pas qu'elle ait du sang Moldu. Je crois, il me semble qu'elle est sans mêlée. En tout cas, elle est peut-être née Moldue, mais on sait pas. Il me semble que Hermione, non, je crois que je confonds. Mais si, il me semble que Hermione a dû se transformer en Pénélope d'Eauclair dans le 7e tome. Et elle se présentait parce qu'elle a été attaquée par les rafleurs et même dans le film, je crois qu'elle se et elle dit qu'elle est de sang mêlé. Donc, est-ce que Pénélope d'Eauclair est de sang mêlé ? On ne le sait pas vraiment. Peut-être, elle est soit née Moldue, soit de sang mêlé. Et donc tous les acteurs et actrices que j'ai pu rechercher de mon côté, en tout cas, j'ai vu que elle a un statut puisque elle se présente comme une présentatrice, qu'elle a fait pas mal de trucs.
Elle s'affiche même avec un BAFTA sur une photo qui fait un peu le tour, où en fait elle a pas eu elle-même le BAFTA, elle participait il y a quelques années en tant que jeune présentatrice d'une émission de news qui couvrait la guerre en Ukraine, qui a eu un BAFTA, et donc voilà, et puis depuis elle est quand même installée, je crois, enfin voilà. Qu'est-ce que t'as à me dire là-dessus? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, normalement, du coup, elle est censée avoir 15-16 ans. Pénélope Dauclair. Donc il me semble que c'est 1 an, 2 ans de plus que Alicia Spinett. Et donc c'est assez étonnant puisque l'actrice Scarlett Archer, eh bien, elle est née en février 2008, donc elle a actuellement 18 ans, et donc elle est légèrement plus jeune que l'actrice qui joue Alicia Spinett. Donc, ce qui veut dire qu'elle est plus jeune alors que le personnage est censé être plus âgé. Voilà. C'est les aléas du direct. Voilà. Et alors, voilà, elle a été figurante dans Le Crime de l'Orient Express. Elle a joué dans The Show Must Go Online, et puis elle a joué dans d'autres séries, principalement des séries pour ados. Voilà. Bon. Et elle est d'origine britannique, canadienne et italienne. Voilà, donc. Merci pour ces infos. Et passons à Padma Patil. Padma Patil qui enfin retrouve la maison Serre d'Aigle, puisque pour ceux qui ne savaient pas, elle n'est pas à Gryffondor comme dans les films où ils ont fait le raccourci de faire que les deux jumelles allaient toutes les deux à Gryffondor. Or c'est faux, Parvati elle est à Gryffondor pendant que Padma va directement chez les Serre d'Aigle, et voilà, elle rejoint, donc c'est Anjula Murali, et qui sera en duo avec Alessia Leoni, il me semble, qui joue notre chère Parvati dans la série. Donc elles ne sont pas jumelles. Pas du tout. Eh bien, c'est intéressant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Anjula Murali, on ne sait absolument rien d'elle. On sait juste que Padma Patil, elle, eh bien, elle est censée avoir 11-12 ans, que à sa 5e année, donc à la 5e année de Harry aussi, vu qu'elle est de la même année que Harry, elle devient préfète, donc au même titre que Hermione et Ron. Du côté des Serres d'Aigle. Voilà, du côté des Serres d'Aigle. Que du coup pendant la 4e année elle est la cavalière de Ron, et que elle rejoint l'armée de Dumbledore avec sa sœur Parvati. Et il faut savoir que à la mort de Dumbledore, les parents de Parvati et Padma voient un grand danger et préfèrent retirer leurs enfants directement du château de Poudlard. Donc en 7e année, elles n'y sont pas. Eh ben si, parce qu'elles sont obligées, parce qu'elles n'ont pas encore l'âge requis. Alors je ne comprends pas l'info. Elles sont retirées après la mort de Dumbledore. Ah, parce qu'en fait Dumbledore ne meurt pas à la fin de l'année du 6e, c'est ça? Pourquoi elles retournent en 7e année alors que normalement elles ont l'âge? C'est une excellente question. Mais si elles retournent à Poudlard, elles font leur année en 7e année. Alors, c'est pas cohérent avec l'histoire des parents qui... Eh ben, c'est juste que, en fait, ils ont voulu tout de suite retirer parce qu'ils avaient l'impression que Poudlard était... Oui, parce que c'était la fin de l'année. La fin de l'année en 6e année, tu veux dire? Qu'elles ont... Exactement. Ok. Exactement. Donc bon, à voir, ça fait longtemps que j'ai pas lu ces livres-là, donc... Ouais, on est sur notre relecture du 5, là, actuellement, donc... Et du coup, comme Parvati, comme sa sœur, elle participe à la bataille de Poudlard en 7e année. Un peu comme tout le monde dans Exactement. la saga. Donc là, vraiment, c'est les deux principales. Après... Bon, Terry Boot, je pense que beaucoup ne connaissent pas Terry Boot, et même moi je ne le connaissais pas jusqu'à ce que je relise un passage du 5 très récemment, puisque lui aussi étonnamment fait partie de l'armée de Dumbledore, il fait partie des 3 Serres d'Aigle à peu près de son âge qui rejoignent l'aventure des cours de Harry dans la salle sur demande. Et à part ça, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe pour lui? Qui est-il en fait? Terry Boot, qu'est-ce qui se passe de lui? C'est que ça me fait marrer. Son nom me fait marrer. Je sais pas pourquoi. Comme Terry Boot, on a l'impression qu'il y a un reboot. Donc en fait, est-ce que Terry Boot ne serait pas une matérialisation du reboot de Harry Potter? Donc non, mais Terry Boot, du coup, son nom de famille est Boot, donc qui commence par un B, et du coup, c'était l'un des premiers à être nommé dans la liste pour passer au choix-peau magique. Voilà. Ah oui, bah oui. Et du coup, il est envoyé à Serre d'Aigle, et les seules choses qu'on sait, c'est que du coup, il participe à l'armée de Dumbledore auprès de Harry et ses amis, et que il va participer à la bataille de Poudlard en 7e année. Ouais. Voilà. Et du sachant coup, il est censé avoir 11-12 ans. Voilà. Et Aaron Zhao, évidemment, on sait rien autour de l'acteur. Sachant qu'Aaron Zhao, on avait déjà parlé dans Daily Harry, puisque il y avait eu des rumeurs il y a 5-6 mois de ça, de sa présence dans la série, en tant que Terry Boot, c'était Redanian Intel,
Et on avait aussi eu, je crois, une image de lui devant les studios Leavesden le jour du début du tournage de la série. Ça, c'est de mémoire que je vous le dis, je suis pas certain. Et finissons. Alors là, tu vas tout m'apprendre parce que je ne sais pas du tout. Je ne me souviens plus du tout. Qui est Lisa Turpin? Je ne sais pas qui est-elle et qui sera jouée par Eve Walls dans la série. Déjà, qui est Eve Walls? Je ne le sais pas. Visiblement, elle n'a joué dans rien du tout avant. En tout cas, voilà, c'est CV est absolument vide. Et Lisa Turpin, eh bien écoute, son CV est absolument vide parce que en réalité, elle n'apparaît qu'une seule fois dans les tomes de Harry Potter. C'est dans le premier tome de Harry Potter et c'est durant la liste que Minerva McGonagall va lire. Et du coup, c'est le nom qui précède celui de Ron Weasley. Tu sais que je trouve ça absolument génial parce que il y a beaucoup de personnages et qu'on va voir aussi dans les Serpentards. C'est des personnages qui en fait que J.K. Rowling invente pour les besoins du récit, mais qui n'ont aucune utilité au moment où hors du contexte même. Par exemple, Lisa Turpin qui en fait sert juste à donner un nom un peu au pif avant que Ron puisse passer pour dire ça continue la liste. Du coup elle n'apparaît. C'est la seule mention. Exactement. De toute la saga, mais c'est génial. Ce qui signifie que, elle vit dans le château de Poudlard durant toutes ces années, mais elle ne participe pas à l'armée de Dumbledore et elle est inconnue au elle bataillon, est invisible. Quoi. Elle ne sert à rien dans toute l'histoire. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que même les noms, attention, soyez sur vos gardes, même les noms qui apparaissent une fois peuvent être dans cette série et avoir un visage c'est incroyable. Moi j'adore. Alors après, est-ce que du coup tous ces personnages vont avoir quand même une écriture, quelque chose qui va les différencier, qui va les faire travailler? Nous verrons ça dans la série. Je me posais aussi la question de me dire, est-ce que les habits qu'ils portent sont des habits vraiment qui vont être utilisés dans la série ou juste c'est un peu pour les habiller stylés pour la photo? À mon avis, c'est juste pour les habiller et pour qu'ils soient un peu bleus, tu vois. Passons au Poufsouffle. Oui, bien sûr. Passons au Poufsouffle et je vois qu'on arrive déjà à une trentaine de minutes de vidéo. Je sens que cet épisode va être très long. Passons, donc commençons. Pareil, on va aller aller par ordre d'importance. Je sais pas, Anna Abbott ou Ernie Macmillan. Ernie Macmillan, il me parle peut-être un peu plus, même si Anna Abbott... Allez, commençons par Anna Abbott. India Moon, j'aime bien son nom. Je le trouve stylé, qui jouera Anna Abbott. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Anna Abbott, qui est dans l'ordre du Phénix aussi? India Moon, on ne sait rien d'elle, évidemment. Ce qu'on sait de Anna Abbott, c'est que, c'est une amie assez proche de Ernie Macmillan. Et que, du coup, elle est censée avoir 11-12 ans, elle a le même âge que Harry, Ron et Hermione. Et en fait, elle devient préfète au même titre que Ernie Macmillan durant sa 5e année. Donc les deux préfets du 5e, ils sont là en fait. Et elle rejoint l'armée de Dumbledore. Voilà ce qu'on sait de Anna Abbott. Donc au final, pas grand-chose. Bon, elle est pas si importante que ça. Même si il me semble qu'elle est aussi dans la cérémonie de... son nom est annoncé oui, bien sûr, comme étant le premier nom en fait. C'est le premier nom annoncé dans la liste. Le premier nom. Mais contrairement à Turpin, elle va revenir quand même. Oui, elle revient. Elle n'est pas oubliée. Donc ok. Après on a Susan Bones. Alors avant qu'on la présente... c'est peut-être l'une des quatre qui a peut-être le rôle un petit peu secondaire, même si c'est un nom qui me semble très familier, donc on a dû revoir plein de fois, mais beaucoup se sont plaints sur les réseaux, j'ai vu ça, du changement de couleur de peau de la pauvre. Eh bien, je ne comprends pas. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune description physique qui est faite de Susan Bones. Deuxième raison, on dit que à l'époque des films, ils avaient choisi Susan Bones parce que elle était physiquement comme J.K. Rowling l'imaginait. Or, c'est faux, puisque qui était dans le rôle de Susan Bones lors des films Harry Potter, les premiers, c'était la fille de Chris Columbus, qui était là uniquement par tuyautage. Voilà, donc en fait, c'était presque plus un clin d'œil aux enfants de Chris Columbus qui apparaissent dans plusieurs films de Chris Columbus, plutôt un vrai choix artistique. Vous ne trouvez pas? Voilà, donc il n'y a aucune raison de se plaindre du fait que, en plus, on l'avait dit déjà bien avant, il voulait mettre un peu plus d'inclusivité dans la série, ce qui s'entend. C'est le genre de rôle parfait où on s'en fiche complètement de la couleur de peau, il y a aucune incidence. Donc allez-y, let's go quoi. Alors il faut savoir surtout que la seule description physique qu'on a de Susan Bones dans les livres, c'est ses cheveux.
à savoir que elle est censée avoir des cheveux assez longs, qui fait que durant une séance de l'armée de Dumbledore, eh bien, elle porte une longue natte. C'est la seule description physique, voilà, qu'on a d'elle. Ce qu'on sait de Susan Bones aussi, c'est que, du coup, donc, elle a participé à l'armée de Dumbledore, et que elle a quasiment une grande partie de sa famille qui a été assassinée par Voldemort et les Mange-Morts. Donc, ce qui en fait quand même un personnage qui a une histoire avec une histoire avec Voldemort. Ce qui est pas le cas de tous les personnages. Et pour parler de Yasmine Lewin, alors on ne sait pas son âge, mais on sait quand même que elle jouait dans West End. Alors je sais pas trop ce que c'est, ça doit être une forme de spectacle, de comédie musicale, ou de théâtre, voilà, un peu d'école pour la comédie musicale au Royaume-Uni. Et du coup, elle a joué notamment le rôle de Nala. Donc il me semble que c'est la copine de Simba dans Le Roi Lion. Voilà. Donc elle joue dans Le Roi Lion. Donc là, j'imagine la comédie musicale Le Roi Lion. Et Susan Bones, elle a pas, elle est aussi dans l'armée de Dumbledore, je vois sur tes notes. Oui. Mais on sait pas grand chose d'elle non plus. Elle est c'est un peu l'équivalent d'Anna Abbott, c'est-à-dire que quand il faut nommer une fille de Poufsouffle, bon bah t'as le choix entre Anna Abbott et Susan Bones, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Ernie Macmillan. Eh bien, qui est joué par Cian Eagle Service, que j'adore son nom de famille, je comprends pas, mais ça a l'air super. Ernie Macmillan, qui pour le coup est la figure de proue des Poufsouffles, qui est celui qui est le cité le plus souvent. Il a été contre Harry, il a été pour Harry, il a été un peu dans les deux camps, comme Justin Finch-Fletchley, est-ce qu'on peut pas faire un binôme entre les deux, parler en même temps des deux? Eh bien, très bien. Alors d'abord, je vais parler des acteurs. Parce qu'il s'agit je ne sais pas comment on prononce son prénom ni son nom. Son nom, ça va, Eagle Service. Mais du coup, l'acteur qui interprète Ernie Macmillan, lui aussi a participé à West End. Ah ouais, marrant. Et donc il a joué notamment dans les comédies Le Prince d'Égypte, Les Misérables, Mary Poppins. Donc ce sont des spectacles assez importants. Et quant à l'autre, James Trevelyan Buckle, eh bien, il a joué dans Goodbye June, voilà, donc un film où il a partagé l'écran avec Johnny Flynn. Il faut savoir, donc Johnny Flynn qui joue Lucius Malfoy dans la série. Voilà. Et du coup, Ernie Macmillan et Justin Finch-Fletchley sont très amis. Alors, il faut savoir que Justin Finch-Fletchley est né moldu, alors que Ernie Macmillan est un sang pur, et donc ce qui montre bien que Ernie Macmillan n'a absolument rien contre le nez moldu, et au contraire, il dépasse les différences, quoi. Au contraire, même il va critiquer Harry durant le deuxième tome, Ernie Macmillan, puisque il a l'impression que Harry est l'héritier de Serpentard. Bah franchement, on peut le dire. Le rôle là où ils vont devenir vraiment importants, c'est dans le deuxième tome, puisque Ernie Macmillan et Justin Finch-Fletchley sont tous les deux très méfiants envers Harry, qu'ils considèrent comme étant une grande menace et l'héritier de Serpentard. Et Justin Finch-Fletchley finit aussi l'un des premiers pétrifiés dans l'histoire, je crois. En fait, pourquoi Ernie Macmillan et Justin ont commencé à avoir peur de Harry? Tout simplement parce que durant le duel, durant le club de duel lancé par son nom... Par Rogue? Oui, Rogue et comment il s'appelle? Quand t'es Engolo, quand t'es... Non, attends, c'est Gilderoy Lockhart. Donc Lockhart qui donc lance ce club de duel, et Harry en fait c'est Drago qui va du coup lancer un serpent sur Harry. Ah oui. Et en fait Harry il va vouloir protéger Justin en parlant au serpent en fourche-langue. Il ne se rend pas compte qu'il parle en fourche-langue, et Justin a l'impression que Harry dit au serpent d'attaquer. Exactement. Et donc voilà pourquoi. Et voilà. Et donc pour Justin, il faut savoir du coup que comme il est né moldu, eh bien il était donc dans une scolarité totalement normale, et il avait été accepté dans une école assez prestigieuse chez les moldus, qui était Eton. Et contrairement à ce que voulait sa mère, donc aller dans cette école prestigieuse, eh bien il a décidé d'aller à l'école de sorcellerie Poudlard. Voilà. Et donc Ernie Macmillan quand même, donc oui, Justin lui il a été pétrifié. Ernie Macmillan
il est donc dans le deuxième tome contre Harry, il va même s'opposer de front jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait c'est pas Harry. Mais c'est vrai qu'attends, ils sont quand même, c'est un peu le syndrome de eux qui l'aiment pas du tout et puis qui vont finir quand même par devenir des proches de Harry. En tout cas, ils n'ont rien contre Harry puisqu'ils vont revenir auprès de lui. Dans l'armée de Dumbledore. Parce qu'on n'arrête pas de parler de l'armée de Dumbledore. La plupart des élèves qu'on a vus depuis le début sont dans l'armée de Dumbledore, y compris Lee Jordan, etc. Je crois que Susan Bones n'y est pas. Je crois que tu me disais qu'elle y était pas, Susan Bones, c'est ça? Susan Bones, je ne suis pas, je suis Anna pas sûr. Abbott, bref. Oui, tu voulais dire autre chose? Oui, je voulais dire quelque chose quand même, c'est que Ernie Macmillan est donc contre Harry dans le deuxième tome, et dans le cinquième tome, à l'opposé, c'est-à-dire que lui, il est en faveur de Albus Dumbledore et de Harry Potter, donc il croit fermement en ces deux personnages, alors que il était opposé. Voilà, et c'est surtout alors que le ministère de la magie dit clairement que Voldemort n'est pas revenu et cherche du coup à ce que tout le monde pense que Dumbledore est un taré et que Harry est un menteur. J'adore ce genre de personnage. Voilà. Le personnage qui est d'abord antagoniste puis qui devient un allié. Moi qui ai connu dans ma vie perso, on va dire, des gens qui ont fait l'inverse, hein, à peu près. Et alors important parce que là, on a fou complètement. Mais non, mais... Vas-y. Important parce que là, on voit Justin Finch, James Trevelyan Buckle, qui est donc des cheveux plutôt lisses, alors que normalement, dans les tomes, il a des cheveux bouclés. Voilà. C'est bizarre parce que mentalement, moi, sans que tu me dises les noms, j'aurais échangé les deux. Ernie Macmillan, dans mon esprit, ressemblait plus à notre ami à droite, là. Et inversement, Finch Fletcher, pour Finch Fletcher, je dis toujours Finch Fletcher, alors c'est Finch Fletchley. C'est pas évident, c'est l'un des noms un petit peu compliqués. On se demande pourquoi il n'a pas changé son nom. Il n'a pas été traduit en français. India Moon, qui a sur Instagram, voilà, partagé un petit truc avec Anna Abbott, en pouf souffle. Je vous propose qu'on arrive directement à notre Serpentard. Voilà, on les a prévus en dernier. Je pensais pas, mais on va vraiment être sur une analyse de quasi 1 heure de ces de ces équipes de Serpentard et de Poudlard. Et alors la plupart des noms, je pense, vont vous paraître étrangers, voire inconnus complètement. Et même moi, en vrai, et même toi, je pense, c'est des noms qui pour certains sont apparus comme précédemment comme Turpin, Lisa Turpin, 1 ou 2 fois. Hein, voilà, de mémoire. Alors peut-être pas aussi peu, mais assez peu. On va commencer encore par ordre d'importance, et on va commencer, je pense, par Pansy Parkinson, qui est celle qui, en vrai, a le plus d'importance dans tous ceux qui ont été annoncés côté Serpentard. Je tiens à préciser, c'est pas tous les élèves. Là, on n'a pas tous les élèves. Hein. Certains disaient, par exemple, pourquoi les Poufsouffles, ils ont l'air d'avoir 3 ans comparé au Serpentard. Simplement parce que c'est pas les mêmes classes, c'est pas les mêmes années. Donc c'est juste que là, ils ont partagé un certain nombre, et on le voit depuis longtemps que la stratégie de HBO, c'est de partager le casting petit à petit pour faire parler régulièrement de la série. Bref. Donc alors Layla Barwick, on sait qu'elle doit avoir entre 13 et 15 ans. Enfin, on n'est pas sûr de son âge, mais voilà, ça doit être à peu près cet âge-là qu'elle doit avoir. Alors qu'elle a le même âge que Harry, normalement, dans les... Elle a le même âge que Harry, elle a le même âge que Drago, et donc là, elle a plutôt l'âge de Locke Spratt. Mais on sait absolument pas ce qu'elle a fait, sinon... Est-ce que le fait que les méchants soient toujours un peu... enfin, les méchants, entre guillemets, mais soient pris par des acteurs un peu plus âgés, c'est pas parce que quand t'es petit, t'es mignon, on a envie de t'aimer et machin. Peut-être qu'ils ont pris des acteurs un peu comme elle là, sur la photo, un peu fermés comme ça. Oui, et puis finalement le harcèlement à l'école sur les petits est toujours plus facile. N'est-ce pas, le harcèlement, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais... et donc sinon, Layla Barwick a fait quelques petits trucs, mais c'est pas très important. Et Pansy Parkinson, donc, dans les livres, c'est tout simplement une ordure, au même titre que Drago Malfoy, même si elle est même pire que Drago Malfoy, c'est-à-dire qu'elle se moque ouvertement, même non, elle est... Être pire que Drago Malfoy, il faut y aller. Ouais, disons que elle est pire que Drago Malfoy, en fait, elle est pareille que Drago Malfoy, elle est vraiment oui, c'est son double féminin, quoi. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ils ont un peu, se sont accoquinés l'un l'autre. Alors, dans le 6e tome, alors il se pourrait que Pansy Parkinson et Drago Malfoy soient sortis ensemble, mais ce qu'on sait, c'est que au début du 6e tome, dans le Poudlard Express, Drago Malfoy est un peu couché, allongé sur les genoux de Pansy Parkinson, et elle lui caresse les cheveux. Oui, ça c'est révélateur de... Donc bon. Mais peut-être pas, peut-être est-ce cliché.
Marcus Flint, donc là on est sur les deux noms qui vous diront peut-être quelque chose. Marcus Flint, il est, c'est le mec que vous voyez dans le premier film, qui a des grandes dents et qui est dans l'équipe de Quidditch des Serpentards et qui est un peu le mal incarné. C'est le capitaine, je crois. Est-ce qu'il a toujours été le capitaine de Quidditch des Serpentards? Je crois que oui. Hein. Eh bien, il est capitaine jusqu'à sa 3e année. Enfin, jusqu'à la 3e année de Harry, puisqu'ensuite le capitaine change. Je ne saurais pas dire qui c'est. Je pense que c'est peut-être Drago Malfoy, le nouveau capitaine durant la 5e année. Je ne sais plus. En tout cas, Marcus Flint, du coup, qui commence normalement, il est censé avoir 16 ou 17 ans donc dans la première année de Poudlard. Et c'est donc le capitaine et le poursuiveur de l'équipe de Quidditch. Et on sait, en termes de comment dire, je sens pas que ce soit Malfoy le capitaine. De spécificité physique, c'est qu'il est plus grand qu'Olivier Dubois. Voilà. Ce qui est censé être un exploit. Ce qui est censé être complexé un peu Olivier Dubois, vu que la taille de Marcus Flint en impose, et donc c'est compliqué de revenir. Alors du coup ils ont dit grande taille, on prend un acteur de plus de 20 ans. Alors donc non, parce que vraiment, et je suis désolé, mais il fait pas très âgé, mais il fait plus âgé. Il est pas au collège le boug, hein. Ne nous mentons pas. Hein. D'après mes recherches, donc l'acteur aurait potentiellement 22 ans. Voilà. Ce qui paraît pas déconnant. Et il est déjà diplômé d'une licence en art dramatique. Ce qui donne un indice de 22-23 ans au moins, quoi. De la Bristol Old Vic Theatre School. Et donc pour revenir du coup rapidement à Marcus Flint, il faut savoir quand même que Marcus Flint est un cas assez spécial dans Harry Potter, puisque il a redoublé sa 7e année, et donc c'est pour ça qu'il a été 3 ans, c'est marrant, 3 années de scolarité de Harry Potter, capitaine, en tout cas élève de Quidditch, enfin joueur de Quidditch chez Serpentard, voilà. Bon, et après, on est perdu dans des noms qu'on connaît pas beaucoup. Alors, je pense que celui qui vous dira peut-être plus de choses, c'est Graham Montague, qui a un moment à son rôle, joué par Dangelu Osei Kisiedu. Qu'est-ce que tu peux dire? Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire, en vrai. Alors, sur Graham Montague, déjà, je peux dire que c'est un poursuiveur, et qui est... Ah, ben voilà, du coup, je l'ai noté, il devient capitaine à la place de Marcus Flint. C'est ce que j'allais dire, c'est pas Malfoy. Oui, voilà, c'est pas Malfoy, c'est Montague. Et ben tu vois, j'avais oublié. Et donc il a donc normalement 13-14 ans normalement et là ça me paraît bizarrement plutôt voilà, lorsqu'arrive par rapport à l'âge de l'acteur, par rapport à l'âge de Harry, normalement il a 13-14 ans la première année de Harry. Ce serait donc lui qui aurait permis à Drago Malfoy de découvrir l'armoire à disparaître, qui va être le pivot du 6e livre, du 6e film, enfin de la 6e aventure d'Harry Potter, puisque c'est sans vraiment spoiler, mais ça va permettre à mener in fine à la mort de Dumbledore, tout ça. Et donc pour revenir, alors sachant que en fait comment il fait porter l'armoire à disparaître aux yeux de Drago Malfoy, qui lui-même va s'en servir pour accomplir la tâche du Seigneur des Ténèbres, et ben Fred et George s'amusent à l'envoyer dans l'armoire à disparaître dans le 5e, je crois. Et c'est ça qui le mène lui à alors on va y arriver, il faut que je relise tout ça, mais ça peut être sympa parce que c'est un lien que j'avais jamais fait en fait. Et donc pour revenir à Dangelu Osei Kisiedu, eh bien il s'agit d'un acteur qui a quand même assez bonne réputation, puisque il a quand même eu un prix au BIFA en 2020. Donc il devait être assez jeune. Il a eu le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Rox de Sarah Garonne, et ce qui lui a même permis, je sais pas si c'est ça qui lui a permis, mais en tout cas, il a eu la chance de pouvoir être interviewé par Tom Felton, avoir un entretien avec Tom Felton. Et c'est super marrant quand tu sais que il dit dans l'interview qu'il adore Harry Potter, et le mec rejoint la série en tant que Serpentard. Exactement. C'est quand même exceptionnel. D'ailleurs, tu pourras peut-être mettre un extrait. Peut-être ou peut-être pas. Je vais avoir la flemme. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être que ça a été un appui pour lui cette interview, je suppose. Bon, tu veux partir sur quoi maintenant? Eh bien, vas-y, au pif. Allez, Terence Higgs. Terence Higgs. Alors, ce qu'on sait quand même sur Cornelius Brandreth, donc intéressant. L'acteur qui joue. Puisque il a partagé l'écran avec Locke Spratt.
dans Lord of the Flies. Bah, le premier projet de Locke-Spratt pour le coup. Exactement. Qui joue à Drago Malfoy dans le. Et donc Locke-Spratt, il a plutôt un rôle important dans la série, alors que Cornelius Brandreth a un rôle un peu plus secondaire. Oui. Voilà. Il joue Maurice. Alors moi, j'avoue, j'ai lu le livre, mais je ne me souviens plus qui est Maurice. C'est dire le rôle, quoi. Et alors donc pour dire Terence Higgs, qui c'est? Et ben c'est juste que c'est un attrapeur, on ne sait même pas son âge. Voilà. Excuse-moi, je trouve ça giga kiffant qu'on sache qui joue quoi. Alors la question, et ça se trouve ils auront 2 scènes dans la série. Hein. Ah mais si. Mais voilà, je sais pourquoi on ne sait pas son âge en fait. Simplement parce qu'en fait Terence Higgs est l'attrapeur qui a précédé Malfoy. Ah oui. Voilà. Et donc il est juste là dans le premier livre et après on l'oublie. Tu veux dire que lui il sera là qu'une saison quoi. Bah je ne sais pas. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Drago Malfoy a piqué la place d'attrapeur ou est-ce que c'est juste que Terence Higgs était trop âgé et du coup a quitté. On n'a pas toutes ces infos là. On ne sait pas. Mais c'est vrai que là il a pas l'air plus âgé que les autres par rapport à tout ça. Non. Et mais en fait c'est trop. Ce que je trouve trop cool, c'est que peut-être que ils auront pas forcément beaucoup d'importance. Peut-être que ce seront même des figurants en fait. Ils seront toujours là à la table des Serpentards et ce sera pas comme dans les films où ils prenaient n'importe quel figurant pour tous les films. Là tu sauras ok, là t'as Terence Higgs, là t'as ce mec et tu sauras qui ils sont et ils interagiront à tel moment de l'histoire et auront un petit rôle à tel moment de l'histoire et ce sera clairement identifiable. C'est ce que je surkiffe. J'espère qu'ils arriveront à garder tous les acteurs. Peut-être pas, on en parlera tout à l'heure. Donc ensuite, eh bien nous avons Lucien Ball qui est joué par James Dowell, qui est juste là. J'aime bien sa bouille. Lui, il peut faire bien méchant comme bien sympa, à mon avis. Alors James Dowell, il a joué dans The Magic Fairway Tree avec Andrew Garfield. Donc il a partagé l'écran avec quand même un grand nom. Est-ce qu'il jouerait pas une version jeune d'Andrew Garfield? Voilà, c'est une théorie. On n'a pas vérifié, mais c'est une théorie. Donc je ne sais pas quel âge il a. Ce que je sais du coup sur Lucien Ball, c'est que c'est un batteur et qui a été remplacé par Crabbe ou Goyle, peu importe, durant la 5e année, puisque à la première année de Harry, il a 14-15 ans. Voilà. Bon, bah passons directement sur Miles Bletchley, joué par Edison Birch, et voilà. Qu'est-ce que t'as à dire dessus? Et qu'est-ce que j'ai à dire? Et encore une fois, un nom qui nous dit pas grand-chose. C'est que ce qu'on sait, c'est qu'il doit avoir entre 12 et 16 ans. Donc potentiellement 14 ans. Il a joué dans Robin and the Hoods. Ah, tu parles de l'acteur là? Oui, là je parle de l'acteur. Oui, bon, tu avais pas précisé aussi. Edison Birch a joué dans Robin and the Hoods, donc en 2024, qui est un film qui n'est pas venu en France, et qui a joué aussi certainement, enfin en tout cas c'est ce qu'il a mis, donc je pense qu'il a un rôle très très secondaire, à savoir peut-être même qu'il est figurant. Il a joué dans Blanche-Neige, le film de 2025 de Disney. On sera pas sur le CV. Voilà. Et du coup là il incarne Miles Bletchley, qui est donc le gardien de Quidditch. Voilà. Et qui dès la première année du coup. Donc qui est donc dès la première année et donc il doit très certainement avoir 13-14 ans la première année, mais ça se trouve il en a 12-13. Donc soit il est en 2e année, soit il est en 3e année à la première année de Harry. Franchement, je pense que pour la série ça les arrangera qu'ils aient 12-13 ans. Mais après alors chose intéressante, c'est que Bletchley, donc Miles Bletchley, il a pas aidé le premier tome, mais n'est mentionné que son nom de famille au premier tome. Ah ouais, ce n'est qu'au 5e tome que l'on sait qu'il s'appelle drôle, ça. Miles Bletchley. Marrant. Voilà. Marrant. Bah je crois qu'on a fait le tour, et non pas du tout, il manque ces deux hurluberlus. Alors lui vraiment, qui est Dylan Heath, vraiment il me faisait trop penser à... franchement, s'il y a un film à faire avec Peter Pettigrew dans le multivers, il est parfait. Hein. Et ben Dylan Heath, il a joué dans Break et Un chant de Noël, donc il a joué dans quelques petits trucs. Et là il incarne Adrian Pussy, je sais pas comment on prononce. Ouais. Voilà. Bref. Et c'est un poursuiveur de donc il a 13-14 ans. Ah non là il a pas 13-14 ans l'acteur là. Voilà. Il me fait pas croire qu'il a pas 13-14 ans. Et donc il a au moins 17 ans. Là. Après, il est censé être costaud, prétentieux et confiant. Voilà.
ça a l'air plutôt bien de coller malgré tout. Mais c'est vrai que je trouve le photographe très doué, le photographe qui fait les différentes photos. Et enfin, le dernier, et après on passera enfin à d'autres choses que de présenter des personnages. Je suppose que ça a dû être un petit peu long pour vous, mais sûrement passionnant parce que vous apprenez à connaître des personnages que vous allez suivre dans la série. Pour ceux évidemment qui regardent ces vidéos, j'espère que vous êtes au moins intéressés par la série, sinon fuyez pauvre fou. Mais Peregrine Derrick, donc qui est un personnage qui est joué par Henry Medhurst, et encore une fois, je ne sais pas du tout qui est ce personnage, pourtant je me considère comme un fan d'Harry Potter, c'est quand même triste. Eh bien, il faut savoir du coup que Henry Medhurst d'abord, l'acteur, il doit avoir entre 18 et 20 ans. Voilà. Il est connu uniquement parce qu'il a été réalisateur et scénariste d'un court-métrage. Donc il a réalisé un court-métrage qui s'appelle Duplicity, qui a été primé au festival de Horsham en 2024. Voilà, donc il devait avoir certainement entre 16 et 18 ans à ce moment-là. Ou peut-être un peu plus. Et du coup là il incarne Peregrine Derrick, qui est donc l'autre batteur qui a précédé Crabbe ou Goyle, et il a à la première année de Harry 14-15 ans. Voilà. Ok, donc en fait il n'a que comme palmarès que de faire partie de l'équipe de Quidditch. Et d'être donc batteur, résumons, et de faire partie des batteurs horribles de Serpentard quand donc, même. Voilà. Résumons quand même, il y a une grande partie de ceux-là qui font partie de l'équipe de Quidditch, puisque t'as Graham Montag qui je suppose est déjà dans la team depuis la première année. Si je ne m'abuse. Tu as Peregrine Derrick qui est là aussi. Adrien Pusset, est-ce qu'il est lui aussi dans l'équipe? Oui, ils sont tous là dès la première année, sauf... oui, ils sont tous là. Marcus Flint aussi. Lucian Ball, tu parlais aussi de lui en tant que joueur de Quidditch, il me semble. Oui, c'était un... Et lui, c'est le gardien de Quidditch. En fait, ils sont tous membres de Quidditch, sauf Pansy Parkinson. Je crois que Pansy Parkinson... Elle joue Pansy Parkinson ou pas? Non. Elle joue pas. Donc, les supportrices. Donc Pansy Parkinson, elle n'est pas... Ah oui, c'est elle qui fait l'orchestre pour la chanson de Ron dans le 5e. Exactement. Bref, voilà, donc ça c'est un behind the scene de la photo, et c'est là que je vois en fait l'énorme qualité du mec qui a fait la photo, parce que regarde-moi, avant, tous les visages étaient bien stylés, là, c'est juste des gars normaux quoi, mais c'est dire. Ouais, la tête... Ouais, c'est lui qui me terrifie un petit peu là. Donc ça voilà, Team Serpentard sur Instagram, ça a été partagé. On a eu ça aussi. Alors je sais pas à quelle occasion c'est, est-ce qu'ils sont juste sortis ensemble dans Londres comme ça, on sait pas vraiment, mais ça a l'air d'être à Londres. Les Serpentards se débrouillent bien. Les Serpentards, voilà, ils ont l'air de passer un bon moment ensemble, ils ont eu ces photos aussi, je sais pas du tout à quelle occasion ils sont habillés, sapés comme ça. On a aussi alors eu pour le coup en complément Mark Jermyn qui en fait gère une agence artistique et agent artistique pour différents talents. Il a confirmé que d'autres annonces de casting d'étudiants pour la série Harry Potter seront bientôt faites, parce que 3 de ces acteurs ont été annoncés cette semaine, 3 des acteurs qui appartiennent à son agence. Air Farrell, Katy Bell, Lila Barwick qui joue Pansy Parkinson, et Edison Birch qui joue Miles Bletchley. C'est d'ailleurs notamment grâce à Mark Jermyn que j'ai pu trouver quelques informations sur ces acteurs. Eh bien, regardez, on a eu droit aux réactions des différents acteurs. Alors, vous allez rien voir, je pense, mais il annonce, c'est à la personne qui va jouer Katy Bell, je crois. Et là c'est Pansy Parkinson, quand ils apprennent qu'ils vont être castés dans la série. Voilà, je suppose que on aurait tout ce genre de réaction face à ça. Et puis là vous avez aussi notre cher Miles Bletchley. Là je voulais passer rapidement, c'est juste que j'avais oublié la dernière fois de le caser, mais oui, donc on a bien Johnny Flynn qui nous a dit je suis pratiquement pas dans le premier livre, Lucius n'y apparaît quasiment pas, mais je suis dans la première saison. C'est donc assez particulier de tourner une journée puis d'avoir un mois de pause et de revenir et de constater que tout le monde a tissé des liens très étroits, mais c'est un environnement tellement accueillant. Donc voilà, ça veut dire que ok, il était pas dans le premier livre et là il est dans la saison 1, mais c'est pour 2 scènes, je pense qu'il a 2 scènes dans la série. Et pourtant on sait qu'il y a des trucs comme Manoir Malfoy, je sais pas vraiment du tout ce que ça va être. Mais on en avait déjà parlé de toute façon dans le dernier épisode, je vous invite à aller dans l'onglet podcast de la chaîne où vous retrouverez tous les épisodes. De toute façon il sera très important à partir du tome 4. Et même du tome 2 en vrai. Hein. Le tome 2 on le voit aller rapidement, on le voit à deux moments. Mais il prend vraiment de l'importance à partir du 4. Ok, oui. John Lithgow, qui espère pouvoir assister à la fête de fin de tournage de la série Harry Potter, nous l'espérons également pour lui qui a aujourd'hui 80 ans, alors il entre sur sa 81e année, je crois. Il a révélé que le tournage de la série Harry Potter est un peu intimidant,
Il dit il y a le maquillage, la coiffure, les costumes de 9 kilos, les chaussures à talons hauts et les très longues heures de travail. Alors a priori il dit ça un peu en rigolant un petit peu de sa situation. Mais c'est vrai qu'il nous a appris qu'en fait, Dumbledore pourrait porter des talons hauts il est décrit Dumbledore dans le premier livre comme quelqu'un qui porte des talons hauts, ce qu'il n'a pas spécialement dans le film. Alors après, talons hauts, c'est plus ou moins haut, hein. Ça peut être juste des talons assez épais, hein. Ouais, voilà. Petit détail en plus. Vous en faites ce que vous voulez, vous mettez l'info où vous voulez, dans votre poche si vous le désirez. Nous, on avance avec Daniel Radcliffe qui a confirmé avoir été informé du casting de la série avant l'annonce officielle. En gros, HBO l'a contacté juste avant l'annonce et ils ont prévenu qu'ils allaient annoncer et il leur a répondu qu'il aimerait bien écrire au garçon qui joue Harry. Donc ça, on a eu la suite puisqu'on sait qu'il lui a envoyé, on sait comment il a réagi, bref. Et voilà, donc il leur a demandé quand ils auront son nom de le communiquer. Et il a dit j'aimerais juste pouvoir lui écrire et lui souhaiter bonne chance. En tout cas, c'est sympa de leur part d'avoir prévenu. Et je suppose, on peut faire la supposition à partir de ça, qu'ils ont dû prévenir tous les acteurs de l'original. Je sais pas, même pas forcément les principaux, mais voilà. Plus intéressant, c'est que HBO mise sur une dizaine d'années de séries Harry Potter à partir de l'année prochaine, selon J.B. Pirette. Nous avons une excellente visibilité sur un contenu en constante évolution qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Chez Warner, voilà, encore une fois, l'info est sympa, mais Perrette laisse aussi sous-entendre que la suite du jeu Hogwarts Legacy 2, pour ceux qui l'attendraient, coïncidera avec le lancement de la série Harry Potter de HBO. Et il dit qu'en fait les véritables fruits commencent à apparaître en 2027-2028 lorsque nous reviendrons à certaines de nos plus grandes franchises. Donc il dit que à partir de ce moment-là, ils vont frapper fort et on suppose que Hogwarts Legacy, qui est un jeu de Warner aussi, Portkey Games peut revenir, lui qui avait fait un carton monumental à l'époque. Nous n'y avons pas joué, mais peut-être qu'un jour ce sera le cas. Donc on arrive enfin à peut-être ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, les petits malins là. C'est des cas de harcèlement. Et le sujet est en vrai, premier degré, très intéressant. Comment gérer, dans le cadre d'une série où tu vas avoir besoin des acteurs qui restent dans leur rôle, qui suivent la série pendant 10 ans, ce qui sont des problématiques différentes de celles des films, où en fait, ils étaient pas tout le temps ensemble, il y avait vraiment que les acteurs principaux qui restaient à peu près tout le temps sur le tournage, avaient des cours ensemble et machin. Là, ils ont créé, vous le savez, une ville de 1 milliard, on en avait parlé, avec une école, un hôpital, en fait, pour qu'il y ait quasiment un village avec tous les acteurs figurants de la série, sur 10 ans, enfin sur 8 ans, enfin c'est énorme. Et a priori, des cas de harcèlement selon The Sun auraient été signalés parmi les membres de la distribution de l'équipe de tournage de la série Harry Potter. Des accusations spécifiques ont été portées à la connaissance de la direction et 2 figurants âgés de 12 ans auraient été vus en train de se battre. L'un d'eux aurait crié « Je t'aurai après le tournage !» Bon, quand on sait qu'ils ont 12 ans. Voilà, bon, c'est cohérent avec l'âge, et puis on se dit que, ok... En fait, il y a un environnement de travail évidemment professionnel, mais pas que. Ils ont pas que du tournage, ils ont des cours, ils ont des moments ensemble. En fait, il y a quasi une école à cet endroit-là, près de Leavesden, et comme dans chaque école, il peut y avoir des cas d'harcèlement, il peut y avoir des injustices, il peut y avoir des gens qui se mettent contre un élève, il peut y avoir des bagarres, des machins, comme dans n'importe quel établissement du monde. Et en tout cas, c'est voilà, entre 12 et 14 ans, 12-15 ans, c'est vraiment l'âge où le harcèlement est quand même assez énorme. Et donc c'est pas si étonnant qu'il y ait du harcèlement, et en même temps c'est plutôt triste que du coup même à l'intérieur d'un tournage d'une saga où tout le monde devrait plutôt bien s'entendre, et bien évidemment il y a des acteurs ou des figurants ici qui se retrouvent à harceler les uns les autres, voire même à se battre. Sauf que dans un cas normal, dans une école normale, tu as ce genre de comportement, tu es viré. Sauf que là, tu es viré de la série aussi. Et c'est là où c'est un problème. Si le mec, c'est un figurant qu'on voit 2 secondes, à la limite, why not? Mais si le mec, c'est un acteur récurrent et un acteur important, parce que je suppose que des acteurs récurrents qui ne sont pas forcément très importants existent aussi. Les Serpentards qu'on a vus, ça va pas être des acteurs très importants, pourtant ils seront récurrents. Ils sont toujours là, j'imagine, à la tête des Serpentards.
Mais c'est une grande question qu'on peut se poser, c'est comment vont-ils gérer? Est-ce que si il y a une grosse infraction et qu'on est à la saison 5 et que le mec qui était là depuis le début, c'est un gros connard, on le révèle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont gérer? Ça va être quand même surprenant de voir. Et puis heureusement que les acteurs principaux, les 3, 4, 5 premiers acteurs sont, j'imagine, bien surveillés, parce que franchement, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Donc une source a déclaré en interne, il y a constamment beaucoup de jeunes sur le plateau et la réalité est que tout le monde ne s'entend pas forcément bien. C'est un problème alarmant et les responsables veulent se débarrasser de tous les éléments perturbateurs parmi les acteurs et l'équipe. Les responsables ont émis des avertissements concernant le comportement. Donc là, ils commencent à prendre au sérieux le sujet en disant, en allant voir, en faisant de la prévention, en disant, je pense que en vrai, il y a pas mieux pour prévenir contre le harcèlement de dire, vous voulez harceler, vous êtes viré de notre série. Ce qui serait embêtant, c'est que ce soit des acteurs principaux qui s'entendent mal. Tu vois, par exemple, imagine que, je sais pas, moi, il y a Dominic McLaughlin qui a du mal à s'entendre avec Alastair Stout. Alastair Stout. L'enfer. C'est assez compliqué quand même. Oui, mais ils peuvent pas se le permettre. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant un casting, ils les font jouer ensemble pour voir s'il y a une alchimie, s'ils peuvent... Ouais, mais là, le contexte est quand même super différent. Parce que, par exemple, pour faire le comparatif avec les films Harry Potter, oui, ils ont pendant 10 ans été en contact. Mais c'était des tournages qui étaient sur une période assez courte, où en fait, ils se croisaient pour certaines scènes. Donc même si les 3 acteurs principaux étaient souvent ensemble, dans une année, ils étaient pas tout le temps ensemble. Là, ils sont tout le temps ensemble en fait et je suppose que ils sont constamment toute l'année pendant les 10 prochaines années, ils vont partager des nombres énormes de moments ensemble et qui dit ça dit généralement des embrouilles. Il y en a toujours, c'est inévitable. Comment vont-elles être gérées? Est-ce que ça va aller loin ou pas? C'est la question. Et donc ils ont pris le sujet en main, ils font des avertissements, et je comprends qu'ils veulent se débarrasser des éléments perturbateurs, parce que imagine il y a un mec qui fout le chaos pendant 8 ans, ça va être chaud quand même. Donc les accusations de harcèlement concernent aussi bien des adultes que des enfants. Alors je sais pas si ça veut dire que les adultes sont accusés aussi de harceler. Ce qui là est encore plus limite parce que les enfants c'est un peu une guerre d'ego qui existe à cet âge-là, mais les adultes voilà, ou alors est-ce que c'est plus des enfants qui harcèlent des adultes, ce qui est possible aussi parce que un groupe de 60 élèves contre un acteur qui fait un peu rire ou je sais pas quoi, ça peut vite tourner au harcèlement cette histoire. Donc mais il y aura tellement de figures et tellement de personnages que ça peut amener des dérives et il faut faire attention à ça. Donc oui, le tournage va durer 8 ans et les responsables sont catégoriques. Tout comportement inapproprié doit être étouffé dans l'œuf. C'est un peu ce qu'on a dit et répété. Donc la série va être tournée sur une mini-ville spécialement construite pour l'occasion, d'une valeur d'1 milliard de livres sterling, avec une école et un centre médical, à Leavesden près de Watford. Les responsables ont mis en place des politiques anti-harcèlement et ont envoyé un mail aux employés pour leur expliquer comment signaler les éventuels comportements inappropriés de manière anonyme s'ils le souhaitent. Alors je sais pas si je l'ai ajouté, non je ne l'ai pas ajouté, mais ils ont dit que chaque comportement signalé engendrait un licenciement, quel que soit le statut et quel que soit l'acteur en fait. Donc ce qui veut dire que n'importe qui peut passer à la casserole. C'est un peu ce qui a été dit. Donc Dominic McLaughlin, Alastair Stout ou... Ah bah ils ont intérêt à bien s'entendre. Ou rappelle-moi... Arabella Stanton. Arabella Stanton, voilà, ils ont intérêt à se tenir. Pour leurs intérêts aussi de carrière, je suppose. Cathy Lung qui jouait Cho Chang a donné des conseils pour l'actrice qui jouera son rôle dans la série, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Je suppose qu'on attend... Est-ce que par exemple, je me demande si des personnages qui sont pas spécifiés dans les premiers livres seront quand même là, genre Cédric Diggory, Cho Chang et d'autres. Je pense que oui. Vu tous les niveaux de détails qui sont donnés là, à voir. Bref, elle dit le conseil que je donne, sois toi-même car c'est ce qui te rend unique et ne laisse pas le bruit des autres t'atteindre car ce que tu as est déjà un cadeau et tu devrais essayer de le préserver. Bon, pas intéressant, désolé. Tu voulais dire ? Non, j'étais en train de réfléchir à quand est-ce que Harry a commencé à s'intéresser à Cho Chang. Est-ce que c'est en 3e année ou en 4e année? 4e année, lorsqu'il la voit, je crois, à la Coupe du Monde de Quidditch. Mais à la Coupe du Monde de Quidditch? Oui.
Ah oui, peut-être. Il la croise et voilà. Parce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans ma tête, moi, c'est plutôt parce qu'il l'a vu jouer. Et il était assez déstabilisé en tant qu'attrapeur face à cette attrapeuse. Et il me semble que c'est du coup dans le 3 que qu'elle devient attrapeuse. Donc. Bref, donc on peut parler 2 secondes du rachat donc qui était prévu de Warner par Netflix. Ils avaient envoyé courrier à leurs abonnés, machin, ils étaient sûrs de ça, ils disaient ça y est. Revirement de situation, ils abandonnent, puisque Paramount a surenchéri un nombre de fois incalculable, et gagne le gros lot, même si ils ont tout fait vraiment un all-in, ils ont tout misé sur le rachat de Warner, parce que la plupart de leurs franchises, ils les louent, enfin les franchises leur sont prêtées, comme du Sonic, du Transformers, ça leur appartient pas. Là au moins, s'ils achètent Warner, ils auront l'univers d'ici, ils auront l'univers Harry Potter, Game of Thrones, des univers dans lesquels ils pourront investir grandement. Et donc tout ça pour dire que Harry Potter pourrait être à terme une série Paramount. Et pour l'instant en tout cas rien n'est acté parce que en tout cas visiblement oui ça va durer des années. David Zaslav donc qui possède Warner et HBO et tout ça a accepté l'offre de Paramount, mais encore faut-il que disons que l'achat doit attendre un certain nombre de productions qui doit être terminées, et il faut savoir aussi qu'il y a aux États-Unis un système qui empêche les boîtes de posséder trop de choses qui empêcherait en fait une certaine concurrence. Et donc là en l'occurrence, si Paramount possède la Warner, est-ce que il y a un manque de concurrence derrière, ce qui fait que en fait Paramount ne peut pas racheter la Warner. Donc tout ça est une grande question, et donc ce n'est pas tout de suite qu'il y aura le rachat, et donc pour l'instant certainement en 2027, peut-être que Harry Potter ne sera pas tout de suite sur Paramount+, mais sera encore sur HBO Max, et nous verrons ça dans un futur assez proche finalement. Pour répondre à ta question, oui, Cho Chang était dans Le Prisonnier d'Azkaban et dans le chapitre Gryffondor contre Serdaigle. Voilà, donc c'est bien ce qu'il semblait. Bref, David Ellison, PDG de Paramount Skydance, affirme que HBO continuera de disposer du budget et de l'indépendance nécessaire, donc ce sera une sorte de studio indépendant à Paramount, et par contre, Paramount Plus et HBO Max à terme devraient fusionner en une seule plateforme de streaming après l'acquisition. La série Harry Potter sera donc disponible sur Paramount Plus si le nom reste inchangé dans la fusion. Qu'est-ce qu'il nous dit David Ellison, donc le PDG de Paramount? Il nous dit: comme nous l'avons dit, nous prévoyons de regrouper les 2 services, ce qui nous donne aujourd'hui un peu plus de 200 millions d'abonnés directs. Nous pensons que cela peut nous donner une bonne place pour rivaliser avec les leaders du secteur. Chez Paramount, d'ici le milieu de l'année, nous aurons achevé la consolidation de nos 3 services sous une seule et même plateforme. Voilà. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des rebondissements dans tout ça. Sachant que, étant donné on va dire que je pense que Warner et Paramount ont pas le même agenda politique, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des changements si Warner est géré par Warner ou si Warner est géré par Paramount. Donc il peut y avoir certaines implications en termes, je suppose, de cahier des charges, en termes de contenu, même d'investissement. Je pense qu'ils vont investir grandement, mais est-ce qu'ils vont investir autant que si ça avait été Warner? C'est une grande question. Bon, à voir. Ah oui, on a Channing Dungey, directrice générale de Warner Bros, qui a gardé du tournage une petite figurine en laiton d'un hibou, a priori, qui serait dans la série. On sait pas où elle sera. Est-ce qu'elle sera dans le placard à balai d'Harry? Je ne sais pas. J'ai mis David Ellison en source. Écoutez, la source est vraiment fiable. C'est David Ellison, d'accord? Je me suis trompé sur ça. Cillian Murphy qui affirme une nouvelle fois, et cette fois de manière assez catégorique, qu'il n'interprétera pas Voldemort. Absolument pas. Pouvez-vous en faire le grand titre? Donc voilà, il dit que il n'y est pas. Je pense que en vrai, soyons honnêtes. 2 secondes. Un acteur oscarisé qui s'appelle Cillian Murphy, est-ce qu'il a vraiment envie, au lieu de faire 40 films, de faire une série sur 8 ans où il s'engage à chaque fois? Je ne le pense pas. Et toi, tu penses quoi? Eh bien, moi, je pense que, en fait, le fait qu'il dise absolument pas n'enlève pas la possibilité qu'il le fasse quand même. Oui, c'est sûr.
Donc bon. En parlant parce qu'on a ouvert la fenêtre Voldemort, Hero Finn Stephen qui incarnait Tom Riddle à l'âge de 11 ans dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, le film, lui qui est le neveu de Ralph Fiennes, a déclaré qu'il serait prêt à revenir dans la série. Je serais tout à fait intéressé, bien sûr, j'adorais avoir cette conversation, j'ai l'impression que ça remonte à une éternité, mais c'était un honneur de participer. S'il m'appelle, je répondrai sans hésiter. Bon, le problème, c'est l'âge de l'acteur qui a 30 ans quasi. Mais donc il peut jouer un peu n'importe quoi après. Il peut jouer un peu n'importe quoi, mais Voldemort, ça me paraît compromis. Oui, c'est vrai. Quel Voldemort, la version de 30 ans, mais non, mais ça sert un peu à rien, quoi. Donc non, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que Voldemort ait une 50aine d'années au moins, quoi. Ouais. Et en parlant de la personne qui a une 50aine d'années qui pourrait le jouer, selon Daniel RPK, Paul Bettany serait le favori pour incarner Lord Voldemort dans la série Harry Potter. Il n'est pas forcément pour parler pour le rôle, il est pressenti, il figure en tête de liste. Le casting n'est pas encore officiel. Paul Bettany, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est surtout connu pour le rôle de Vision, qui est juste là dans l'univers Marvel. Et avant d'être Vision, il était Jarvis, le robot l'IA d'Iron Man. C'est lui, voilà, on voit rien du tout, c'est pas grave. C'est quoi ton avis? Moi, en fait, je suis assez partant, je m'y attendais pas à cette possibilité. Paul Bettany est-il britannique? Je crois que oui. Et j'avoue que je le connais que dans le rôle d'un gentil, alors je peux pas dire, mais en effet, il peut. Écoute, de toute façon, ouais. Voldemort n'a absolument aucune forme. Mais Paul Bettany est jeune encore, non? 54 ans. 54 ans, bah il fait jeune. Mais il a l'âge pour jouer Voldemort, et en vrai, oui, c'est-à-dire qu'il pourrait aussi jouer une forme de Voldemort un peu plus jeune, quoi. Après, est-ce que Voldemort apparaîtra dans la première saison? Non. Il apparaîtra à la tête de Quirrell. Honnêtement, ça peut être à peu près n'importe qui joue ça. Hein. Donc, franchement, il va peut-être apparaître en vision, passé. Bah, pour voir la mort de Harry, la mort des parents de Harry. Oui, mais évidemment. Ok, donc... Parce que c'est vrai que dans les films, on ne voyait qu'une silhouette avec la baguette, mais on n'a jamais vu la tête de Voldemort. Moi, je suis très chaud pour Paul Bettany. Mais il a réagi, puisqu'il a assez vite, on lui a assez vite parlé de tout ça, et il a dit que il adorait la licence, mais qu'il n'a rien entendu à propos d'un rôle, il n'a pas reçu d'appel, comme tous les acteurs qui seraient en contact, même si, encore une fois... Daniel RPK a dit qu'il n'avait pas forcément reçu d'offre, mais qu'il était dans les petits papiers. Voilà. L'acteur qui interpréta Colin Creevey dans la deuxième saison de la série serait déjà recherché par des écoles et des agences artistiques au Royaume-Uni. Des enfants des 6 ans ont reçu des briefings. Voilà, bon, c'est logique qu'ils commencent à caster des enfants acteurs. Dès 6 ans. Oui, mais alors l'âge des acteurs, franchement, ils ont jeté l'éponge, ils ont jeté par la fenêtre, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on a eu Papa Essienou qui a été nominé dans la catégorie Best Actor dans meilleur rôle secondaire dans son interprétation de Chris Keller dans la pièce All My Sons. Voilà, où il partage l'affiche notamment avec Bryan Cranston, qui c'est un peu l'équivalent des je dirais des Grammy en termes de théâtre. Oui, peut-être. Je sais pas. On a eu aussi des aperçus lointains du set grâce à Apple Maps, et on a pu voir là, regardez, tout ça c'est le décor en fait du chemin de traverse qui de loin quand même paraît assez petit, en fait il est très grand, et on a eu Gringotts aussi. Voilà. Donc a priori ça c'est Gringotts, qui en fait il y a le chemin de traverse et ça débouche sur Gringotts. Bon après voilà, on voit rien, on voit juste l'entrée à la limite, tu vois. Et puis après à mon avis ce sera de mauvaise qualité, l'image est déformée. Mais je vous propose de finir par un petit tour du chemin de traverse. Bon, cette vidéo elle est pas ouf, hein, on voit pas grand chose, mais ça nous montre un peu à quel point ce décor est gigantesque en fait. Mais vraiment. Donc là on voit qu'il y a un coiffeur. Là je crois qu'il y a une sorte de boutique qu'il n'y avait pas dans les livres. Comme un coffee shop. Ou quelque chose comme ça. Axio Coffee. Et en vrai, c'est un set qui est très grand. Et plutôt pas mal. Oula, oui d'accord. Là c'est peut-être l'allée des
des embrumes ou quelque chose comme ça. Je sais pas, parce qu'après, il y a peut-être plein d'allées au chemin de traverse. On voit que voilà, il y a des petits chemins, des petits trucs. Et c'est très très grand, quoi, en gros. Là, c'est quoi, une librairie? Peut-être Fleury et Bottes. C'est très sympa, en tout cas. Là, encore une fois, on a quelque chose qui débouche là-bas. Et puis, au bout de la rue, Gringotts. Voilà. Qui ressemble un peu quand même aux Gringotts que nous connaissons dans les films. Oui, mais alors, surprenamment, je sais pas si ça sera vraiment Gringotts, hein, mais dans les films, tu vois, les piliers sont tordus, penchés. Bon, ils sont penchés, là non. Je sais même pas si c'était spécifié dans un moment, mais voilà, un très grand set. Et il y a même des trucs en hauteur, on a vu des petits ponts, Enfin, c'est assez exceptionnel. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Voilà. Écoutez, on arrive au bout. Est-ce que tu as une une ultime précision à apporter sur Gringotts? Sur la description. Donc, c'est un immense édifice à la façade aussi blanche que la neige, doté d'un portail monumental en bronze. Donc là, ça a pas l'air. Le bâtiment, voilà, gardé par un gobelin en uniforme. Voilà, donc on n'a pas de description sinon sur les colonnes, mais on sait que il y a quand même un portail en bronze. Voilà. Ok. Et sinon, la banque possède... Ah non, ça c'est dans le dernier film. Donc voilà, on n'a pas plus de... Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bien étonnamment, c'était pas notre épisode le plus long, mais on a consacré une grande partie à revenir sur les différents élèves de Poudlard de la série. J'espère que ça vous aura plu, autant que nous, ça nous a plu de le faire. Est-ce que ça t'a plu? Ah bah oui. Je te remercie d'avoir fait les différentes recherches pendant que moi, je m'occupais de l'aspect un petit peu artistique de l'émission. Si ça vous a plu aussi, de votre côté, n'hésitez pas. Le petit like, petit commentaire, si vous êtes resté jusque là, si vous êtes vraiment les vrais, le sang de la veine, les goats des goats, mettez chemin de traverse en commentaire. Et je saurai que vous êtes là, on a besoin de commentaires pour que l'algorithme nous booste un petit peu. Et n'hésitez pas justement, en parlant de boost, à booster aussi, ça existe et ça permet de faire connaître la vidéo. Voilà, je vous ai saoulé avec le petit baratin, mais merci. Wow. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Je vous remercie. Voilà, je remercie mon frère et je vous souhaite à tous une bonne suite de vie. Et n'oubliez jamais, Subscribers. Rassemblement. Ciao.